Donc, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire intitulé Covid-19, la vaccination, un outil de prévention efficace. Donc, nous avons organisé ce webinaire afin de vous permettre de mieux cerner les enjeux de la vaccination et l'utilité de la vaccination, notamment dans le monde du travail. Le webinaire est prévu pour une durée d'une heure au total, avec à la fin un temps dédié aux questions-réponses de 15 minutes. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pourrez les poser à partir de la fenêtre Q&R. Donc, vous avez un bouton qui s'appelle Q&R. Utilisez cette fenêtre-là parce que la fenêtre discussion est désactivée et nous répondrons à vos questions donc à la fin du webinaire. Le webinaire est organisé par le réseau Présence PACA Corse qui regroupe 16 services de prévention et de santé au travail des régions PACA et Corse. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de ces services sur notre site internet présence-pacacorse.org. Et le contenu du webinaire d'aujourd'hui a été co-construit par les services de santé au travail AISMT 13, AIST 83 et la METRA 06. Donc, moi, je suis Cécile Thioni. Je suis la chargée de communication de Présence PACA Corse et je m'occuperai de l'animation technique pour le webinaire et également de gérer le flux de vos questions. Et je verrai vos questions à la fin de ce webinaire. Donc, je vais laisser nos intervenants se présenter en commençant donc par Célia Bardot. Bonjour, je suis épidémiologiste à l'AIST 83. Bonjour à tous et à tous, je suis le docteur Marina, médecin du travail à la METRA 06 au sein du centre de Cannes. Merci à tous les deux. Donc, je vais vous présenter rapidement le sommaire de ce webinaire qui a été construit donc, autour de 3 parties principales. Une première partie où on va vous détailler le risque Covid et vous présenter des chiffres clés pour bien vous expliquer, vous démontrer l'intérêt de la vaccination. Ensuite, on aura une deuxième partie sur les différents vaccins, leur fonctionnement, leurs éventuels effets indésirables. Et on terminera par une troisième partie sur le pass vaccinal et l'obligation vaccinale. Donc, pour démarrer sur la première partie sur le risque Covid-19 et les chiffres clés, je vais laisser la parole à Célia Bardot. Alors, le virus SARS-CoV-2 à l'origine de la pandémie actuelle appartient à la famille des coronavirus. On estime à environ 40 à 45% de personnes infectées sans symptômes visibles, mais qui ont un rôle dans la pandémie car ils peuvent transmettre le virus et certains pourraient présenter des séquelles cardiaques et pulmonaires dont on ne connaît pas encore les répercussions. La maladie associée s'appelle la COVID-19. Entre 15 et 20% des patients infectés peuvent avoir une forme grave et 10 à 20% des malades présenteraient encore des symptômes à 12 semaines. Ces statistiques ont été mesurées sur des études qui portaient sur les malades en 2020-2021. Diapo suivante. Aujourd'hui, on fait face à un nouveau variant, le variant Omicron. Il est retrouvé dans la majorité des cas positifs en France. Il aurait une sévérité moindre avec une durée d'hospitalisation raccourcie qui serait due à ses propriétés intrinsèques, mais également à l'effet protecteur des vaccins. Donc, il persiste une inconnue sur la fréquence de survenue des Covid longs, qui constitue un enjeu médico-social important à prévoir. Il est plus transmissible. On voit bien actuellement qu'il y a un nombre de cas gigantesque qui a un impact sur le taux d'absentéisme et le système de soins. Il aurait une affinité augmentée pour les voies aériennes supérieures et réduite pour celles inférieures, ce qui expliquerait sa moindre sévérité. Il serait plus facile à détecter dans la salive et dans le pharynx. Et il présente une capacité d'échappement immunitaire. Diapo suivante. Les indicateurs actuels du Covid en région PACA sont les suivants. Donc, on a un taux d'incidence plus élevé que la moyenne nationale, avec 3 981 cas pour 100 000 habitants, une tension hospitalière qui est très forte à 98% des capacités existantes avant épidémie,
et le taux de reproduction est supérieur à 1, ce qui fait que l'épidémie continue de progresser. Donc, une personne contaminée va infecter potentiellement plus d'une autre personne. Et représenté ici sur le graphique, ce sont la répartition du nombre de cas hospitalisés dans la région PACA, avec la courbe rose qui continue de progresser, ça c'est correspond à toute hospitalisation, et la courbe plus foncée, rose foncée, qui correspond à la proportion du nombre de cas en soins critiques, qui, on voit, elle, a l'air de se stabiliser, mais avec un nombre de cas hospitalisés en soins critiques élevé de 487 malades au 26 janvier, la semaine dernière. Diapo suivante. Alors, je vais laisser la parole au docteur Marina pour la présentation clinique. Merci Célia. Alors, si on se penche sur la symptomatologie des cas infectés avec le variant Omicron, on se rend compte que majoritairement, il y a une fatigue, une toux, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, maux de gorge et aussi un écoulement nasal. Donc ça, c'est une petite étude qui a été réalisée ce mois-ci par Santé publique France sur 287 cas infectés avec le variant Omicron. Et si on compare donc cette symptomatologie à celle provoquée par le variant Delta, ce qui est le graphique sur la droite, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup plus de maux de gorge et beaucoup moins de disparition du goût et de l'odorat. Donc ça, c'est une étude anglaise réalisée ce mois-ci. Donc peut-être que vous l'aurez constaté dans votre entourage infecté, parce qu'on a eu énormément de cas au mois de janvier. C'est vrai que la disparition du goût et de l'odorat est quand même moins présente avec ce variant Omicron. Concernant les facteurs de risque de forme grave, eux, ils n'ont pas bougé depuis un certain temps. On les catégorise en 13 catégories, du coup. Donc, il y a l'âge, déjà. Un âge supérieur ou égal à 65 ans, c'est un facteur de risque de forme grave. Il y a certains antécédents cardiovasculaires, à type d'hypertension artérielle compliquée, accident vasculaire cérébral. Ça peut être aussi une cardiopathie ischémique, un infarctus du myocarde. Il y a un diabète non équilibré ou compliqué aussi. Il y a un groupe de pathologies respiratoires chroniques comme un asthme sévère, une BPCO ou encore un syndrome d'apnée du sommeil. Tous les insuffisants rénaux chroniques sévères sont à risque de forme grave, bien sûr. Tout ce qui est cancer évolutif sous traitement hors hormonothérapie, c'est un facteur de risque aussi. L'obésité avec un IMC supérieur ou égal à 30. Certaines maladies neurologiques comme une myasthénie, une sclérose en plaques, une maladie de Parkinson ou une tumeur cérébrale, par exemple, des atteintes hépatiques sévères comme une cirrhose, un déficit immunitaire primitif ou acquis, par exemple, par un traitement particulier immunosuppresseur, un syndrome drépanocytaire majeur ou un antécédent d'ablation de la rate, ce qu'on appelle une splénectomie, une trisomie 21 aussi, ça c'est quand même plus rare parmi les salariés en milieu ordinaire. Et enfin, le troisième trimestre de la grossesse, ça c'est important, c'est un facteur de risque de forme grave. Donc cette liste-là, on en tient compte, par exemple, pour l'attribution de l'activité partielle. Donc, il y a 3 critères particuliers. Donc, faire partie d'une de ces catégories de pathologies, ne pas pouvoir avoir recours au télétravail, ne pas avoir d'aménagement possible, et enfin d'être au sein d'une zone à densité virale importante. Donc, ça, c'est les 3 critères pour l'attribution de l'activité partielle. Il y a d'autres facteurs particuliers qu'on appelle à très haut risque de forme grave, comme une greffe d'organes, une chimiothérapie particulière ou des traitements immunosuppresseurs considérés comme très immunosuppresseurs, justement. Ces personnes qui sont donc dans ces catégories-là, si elles ne peuvent pas avoir recours au télétravail, elles sont aussi immédiatement placées en activité partielle. Donc, je laisse la parole à Célia pour la suite. Merci. Alors, le mode de transmission du virus, c'est un virus respiratoire. Donc, le virus se transmet lorsqu'on tousse, on éternue, on postillonne, on crie, et notamment si l'air n'est pas renouvelé. Donc, quand on est dans un espace confiné, la transmission par les mains à partir de surfaces contaminées est tellement improbable. Donc, pour bien se protéger et protéger les autres, surtout quand on est dans une vague
d'intensité importante, c'est important de bien porter son masque sur le nez, pincer en haut du nez, ça couvre la bouche et le menton, à plat sur les côtés. Le masque sert de filtre, donc les masques en tissu fait maison ne sont plus recommandés. L'idéal, c'est d'être dans des pièces où l'aération, les fenêtres sont ouvertes perpétuellement. À minimum, il faut aérer les espaces 10 minutes toutes les heures. Et il y a un outil qui est intéressant, qui est recommandé par le Haut Conseil de santé publique, qui est un détecteur de CO2. Donc, ça permet de mesurer la qualité de l'air et de donner un indicateur sur le moment où il faut aérer les espaces ou les évacuer. Donc, c'est intéressant dans des espaces qui sont fréquentés, comme des salles de réunion, des salles d'attente. Voilà. Donc, dans les espaces clos, éviter les rassemblements, les réunions, les repas et les pauses, même à plus de 2 mètres. Ne pas enlever son masque si d'autres personnes y étaient avant et qu'il n'y a pas eu d'aération. Et si on fait du covoiturage, garder son masque, ouvrir une fenêtre si possible. Il faut poursuivre le nettoyage régulier des points de contact et se laver régulièrement les mains. La pause suivante. Alors, l'Institut Pasteur a réalisé une étude pour essayer de déterminer quels étaient les lieux de contamination les plus fréquents. Cette étude a eu lieu fin 2020 et début de 2021 et elle a porté sur plus de 77 000 participants. Les repas sont les circonstances les plus fréquemment rapportées à l'origine de ces transmissions. Et dans encore beaucoup de cas, donc dans 37% des cas pour les transmissions qui ne sont pas faites au domicile, la personne source de l'infection était symptomatique au moment du contact. Et c'est le cas dans 46% des cas en milieu professionnel. L'analyse de plus de 10 000 contacts uniques hors domicile à l'origine d'une infection montre que ce contact a eu lieu à l'intérieur, fenêtre fermée dans 80% des cas, à l'intérieur, fenêtre ouverte dans 15% des cas et à l'extérieur quand même dans 5% des cas. Diapo suivante. Alors, concernant la couverture vaccinale, au 26 janvier, donc la semaine dernière, on était à 78,3% des Français vaccinés, un peu moins en région PACA avec 73,8%. Ici, c'est sur la population totale. Hein. Donc, on est à plus de 90% quand on fait sur les plus de 12 ans. 51,5% ont reçu déjà leur dose de rappel, avec un peu moins en région PACA. Alors, cette dose de rappel, elle est justifiée car on observe une baisse de l'immunité après 5 mois, après la dose 2, ce qui a un impact sur l'efficacité vaccinale. Et donc, avec l'efficacité vaccinale contre Omicron, protège contre les formes graves à 64% un mois après la dose 2. Donc, on réaugmente cette efficacité à 92% un mois après la dose de rappel, puis ça baisse un petit peu à 3 mois, on est à 83% de protection contre les formes graves. La vaccination réduit le risque d'hospitalisation. Donc, ici, on voit un graphique qui représente le taux d'admission à l'hôpital pour la classe d'âge 20 à 39 ans. On voit bien que la courbe des personnes non vaccinées, la courbe orange, est beaucoup plus importante que celle des admissions vaccinées et de la courbe noire de ceux qui ont reçu le rappel. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la proportion de vaccinés peut augmenter quand on regarde le nombre des personnes hospitalisées, puisque lorsque la couverture vaccinale d'une population augmente, plus la part de personnes vaccinées hospitalisées est susceptible d'augmenter. Pause suivante. Le vaccin n'étant pas efficace à 100%, il est important de maintenir des mesures de prévention combinées, donc vaccin plus respect des mesures barrières, dont le port du masque, la réduction des contacts, l'aération fréquente des lieux clos et le télétravail, et puis d'adhérer au contact tracing. Un nouveau protocole entreprise a été édité la semaine dernière, donc, qui notamment précise les informations liées au pass vaccinal. Alors, pour endiguer les chaînes de transmission,
La doctrine est toujours se tester, s'isoler et protéger. Suivante. Donc, il existe 2 types de tests virologiques. Le test RT-PCR qui va rechercher la présence de l'ARN du virus. L'analyse est réalisée dans un laboratoire de biologie médicale par un biologiste et le résultat est obtenu en quelques heures, voire 24 à 48 heures en cas de forte demande. Le second test, c'est le test antigénique qui, lui, va rechercher la présence du virus, d'une partie de la surface du virus. Il s'agit d'un test rapide qui est réalisé par un professionnel de santé et le résultat est obtenu au bout de 15 minutes. Donc, quand le prélèvement est nasopharyngé, il est réalisé par un professionnel de santé. Et quand il s'agit d'un autotest, donc il s'agit bien du même test antigénique, il s'agit c'est réalisé par soi-même, bien sûr, et c'est un prélèvement nasal. Donc, on ne va pas aussi loin que ne le ferait un professionnel de santé. Le prélèvement salivaire, lui, il est recommandé pour les enfants de moins de 3 ans. Alors, la gestion des cas positifs. Si on est positif et vacciné, l'isolement est de 7 jours. On peut lever cet isolement à J5 avec un test antigénique négatif et il faudra ne pas avoir eu de fièvre pendant 48 heures précédemment. Il n'est pas nécessaire de refaire un test à J7. Il est possible de télétravailler et il existe une dérogation exceptionnelle pour les établissements de santé et médico-sociaux selon la symptomatologie. Si on est positif et non vacciné, l'isolement est de 10 jours. Il peut être levé à J7 avec un test antigénique ou un test RT-PCR négatif. Encore une fois, il ne faut pas avoir eu de fièvre pendant les dernières 48 heures et il n'est pas nécessaire de faire un test à J10. Alors, la gestion des cas contacts. Alors, déjà, une définition, on est cas contact quand on a été en contact avec un cas en face à face à moins de 2 mètres ou si on a partagé un espace intérieur de plus de 15 minutes consécutives ou cumulées sur 24 heures ou pendant un épisode de toux ou d'éternuement. Lorsque la personne cas est symptomatique, on va aller rechercher ses contacts 48 heures avant le début des symptômes. Et si le cas est asymptomatique, on regardera 7 jours, on va rechercher ses contacts 7 jours avant le prélèvement. Quand on est cas contact, il y a 3 niveaux de risque. On est à risque élevé si on n'a pas de schéma vaccinal complet et si on a une pathologie immunodépressive. Et dans ce cas précis, il faudra s'isoler pendant 7 jours et au bout des 7 jours, faire un test PCR ou antigénique. Si on a été vacciné avec un schéma vaccinal complet, on se teste à J0 avec une PCR ou un test antigénique et puis on vérifie à J2 et à J4 avec un autotest qu'on ne se positive pas. Et si on a eu la Covid-19 au cours des 2 derniers mois, il n'est pas nécessaire de se tester. Donc là, on parle de contact à risque négligeable. Diapo suivante. Alors, au moment de la levée d'isolement, c'est important de maintenir les risques, les mesures barrières au maximum et notamment en évitant de voir des personnes à risque de forme grave et en favorisant dans la mesure du possible le télétravail. Voilà, merci. Je passe la parole. Oui. Merci beaucoup Célia pour cette partie sur le risque Covid et les chiffres clés. Donc maintenant, on va parler du fonctionnement des vaccins, de leurs effets indésirables et des contre-indications. Et donc, c'est le docteur Marina qui va prendre la parole pour cette seconde partie. Merci Célia, merci Cécile. Il existe à ce jour pour les vaccins contre la Covid-19 3 technologies vaccinales différentes. La plus connue, celle de l'ARN messager, des vaccins Pfizer et Moderna. Donc, c'est de l'ARN messager qui est injecté directement, qui rentre dans la cellule. Et donc, cette cellule va pouvoir produire ce qu'on appelle des protéines S, protéines spike,
qui entourent généralement donc la capsule du virus SARS-CoV-2 lié à la COVID-19 et qui va permettre de créer une réponse immunitaire contre ces protéines S. Ensuite, on a les vecteurs viraux, qui sont les vaccins Janssen et AstraZeneca. Donc, en fait, là, c'est un virus, généralement, en tout cas pour ces deux vaccins, un adénovirus dont la génétique est modifiée, qui va rentrer dans la cellule. Et de la même manière, la cellule va produire des protéines S, ce qui va déclencher derrière une réponse immunitaire. Et enfin, on a le vaccin Novavax qui a été approuvé ce mois-ci par la Haute Autorité de Santé et l'Agence européenne du médicament également, qui est un vaccin beaucoup plus conventionnel, ce qu'on appelle un vaccin sous-unitaire, avec une protéine recombinante et un adjuvant. C'est les mêmes technologies, par exemple, que les vaccins contre l'hépatite B ou encore la coqueluche, dont nombre d'entre nous, avec lesquels nombre d'entre nous nous sommes vaccinés. Donc là, c'est directement de la protéine S qu'on injecte par l'intermédiaire du vaccin et qui va créer cette réaction immunitaire. Au total, en France, donc en vaccin autorisé contre la COVID-19, il y en a 5. Donc le premier, le plus connu, le Pfizer, Comirnaty, qui est autorisé pour les personnes de 5 ans et plus et qui, en primo-vaccination, est composé de 2 doses espacées de 21 jours. Ensuite, il y a le vaccin ARN messager, toujours de la même manière, Spikevax de Moderna, qui lui s'adresse aux 12 ans et plus et qui est composé en primo-vaccination de 2 doses espacées de 28 jours. Ensuite, on a l'AstraZeneca, qu'on voit quasiment plus dans les centres de vaccination, ou dans les pharmacies ou dans les cabinets même, qui s'adresse aux 55 ans et plus. Pour lui, c'est 2 doses espacées de 4 à 12 semaines et on ne l'utilise jamais en dose de rappel, ce vaccin-là. Ensuite, on a le vaccin Janssen, toujours pareil, plus de 55 ans et plus. Récemment, le 13 janvier de mémoire, la Haute Autorité de Santé l'a autorisé en multidose. Donc auparavant, c'était une dose, on faisait une primo en deuxième dose avec un ARN messager et un rappel en ARN messager aussi. La Haute Autorité de Santé a considéré qu'on pouvait l'injecter en deuxième dose et même en troisième dose. On attend quand même la validation de la Direction générale de la santé pour ce schéma-là. Mais là, c'est 2 doses en primo-vaccination espacées de 2 mois. Il est interchangeable, bien sûr, avec les vaccins ARN messager. Vous pouvez faire la deuxième dose en ARN messager à 4 semaines après la première dose. Et enfin, ce vaccin Nuvaxovid du laboratoire Novavax, lui, c'est pour les 18 ans et plus. Il devrait arriver à la fin du mois de février. Et selon le dernier avis de l'HS du 13 janvier également, c'est une primo-vaccination à 2 doses espacée de 21 jours. Le même schéma que le vaccin Pfizer. Et à ce jour, en tout cas, il n'y a pas de dose de rappel qui est préconisée pour ce vaccin-là non plus. C'est susceptible, bien sûr, d'évoluer dans les mois à venir. Pour tous ces vaccins-là, hormis le Novavax qui est un peu à part, on fait une dose de rappel à 3 mois de la deuxième dose si on a un schéma de primo-vaccination à 2 doses ou à 3 mois de la dose unique si on a eu le Covid avant sa première dose et auquel cas donc on le fait donc 3 mois après. Sur les effets indésirables de ces vaccins, c'est très important de préciser que les effets indésirables graves sont extrêmement rares. Il y a des effets indésirables d'intensité légère qui, eux, sont assez fréquents. Vous l'avez sans doute expérimenté au moment de la vaccination si vous êtes vacciné. Et pour ce qui est grave, c'est vraiment très rare. Et on pourrait même dire qu'il y a plus de chances d'être écrasé, de se faire écraser, renversé par une voiture en allant au centre de vaccination ou à la pharmacie que d'avoir un effet indésirable grave de la vaccination. Donc, comme je vous le disais, la plupart du temps, ces effets indésirables, ils sont d'intensité légère à modérée. C'est le plus fréquemment une fatigue, des maux de tête, des frissons, des courbatures, de la fièvre, qui donc se traite très bien avec du paracétamol et qui ne nécessite absolument pas d'arrêt de travail. Un peu plus rarement, voire même exceptionnellement, il peut y avoir une réaction allergique sévère, ce qu'on appelle un choc anaphylactique, qui survient généralement dans tout ce qui est médicaments injectables dans les 15 minutes qui suivent l'injection. C'est pour ça qu'on préconisait encore jusqu'à peu pour les primo-vaccinés. En tout cas, bon, c'est toujours le cas pour les primo-vaccinés, plus pour les doses de rappel, sauf cas particulier, une surveillance de 15 minutes. Donc ça, c'est vraiment très exceptionnel. On a retrouvé aussi sur les vaccins ARN messagers myocardite, péricardite, ça reste des effets indésirables
qui sont très rares, plutôt chez les sujets jeunes, les garçons, et un peu plus fréquemment sur le vaccin Moderna. C'est pour ça qu'il a été déconseillé depuis quelques temps maintenant pour les moins de 30 ans. Donc, on peut retrouver ça. Généralement, c'est une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement qui apparaît dans les 7 jours qui suivent l'injection. Donc, il faut systématiquement le demander aux personnes jeunes qui sont vaccinées avec les vaccins ARN messagers. Et il peut y avoir aussi, par exemple, ce qui est très très rare, des paralysies faciales qui sont spontanément résolutives, sans traitement particulier. Donc tout ça pour vous dire que vraiment les effets indésirables, il y en a quasiment pas, hormis ceux que j'ai mentionnés d'intensité très légère, qu'on retrouve dans plein d'autres vaccins, c'est vraiment très très rare. En ce qui concerne les contre-indications à la vaccination, elles sont également exceptionnelles, hein, ces contre-indications, il faut le savoir. D'ailleurs, l'assurance maladie a établi un CIRFA, hein, qui est disponible déjà depuis quelques temps, qui est composé de 2 volets. Un volet 1 qui contient les informations médicales que le médecin complète pour que le salarié ou le patient l'envoie à l'assurance maladie, qui est chargé de contrôler la validité de cette contre-indication et qui lui envoie en retour un pass vaccinal. Et enfin, le volet 2, qui ne contient pas de données médicales et qui était envoyé à l'employeur pour justifier de sa satisfaction à l'obligation vaccinale ou au pass vaccinal s'il n'est pas soumis à l'obligation vaccinale. Donc, ces contre-indications, elles sont de 2 types, définitives et temporaires. Pour ce qui est des contre-indications définitives, on a éventuellement ce qui est dans le résumé des caractéristiques du produit, c'est-à-dire une allergie, par exemple, qui est documentée avec un avis allergologique à un des composants, notamment les polyéthylène-glycols. Donc ça concernerait maximum 2000 personnes en France. On a aussi un antécédent de myocardite ou de myopéricardite, une inflammation du cœur associée à une infection à Covid-19. C'est une contre-indication définitive. Soit un effet indésirable d'intensité sévère ou grave après une première dose de vaccin, après concertation médicale pluridisciplinaire, par exemple un syndrome de Guillain-Barré. Bon, c'est quelque chose d'assez rare. Et aussi, après concertation médicale pluridisciplinaire, dans certaines indications données par des centres de référence de maladies rares, il peut y avoir une contre-indication définitive. Les contre-indications temporaires, il n'y en a que 2. C'est un traitement par anticorps monoclonaux contre la Covid-19 en cours ou une myocardite ou péricardite en cours d'évolution qui n'est pas liée à la Covid-19, parce que si elle est liée à la Covid-19, on le voit plus haut, c'est une contre-indication qui est définitive. Pour la pharmacovigilance, ça aussi c'est très important pour la déclaration des effets indésirables. Toutes ces déclarations arrivent au sein de centres régionaux de pharmacovigilance. Il y a tout un réseau en France. Dans la région PACA et en Corse, il n'y en a que 2. C'est donc le centre de Nice qui couvre 3 départements et le centre de Marseille qui couvre 3 départements plus la Corse dans son ensemble. Il y a un lien que vous verrez affiché sur la diapositive qui permet donc de signaler directement les effets indésirables et aussi pour les professionnels de santé qui déclarent sur la plateforme Vaccin Covid toutes les vaccinations qu'ils réalisent. Il y a un bouton déclarer un effet indésirable. Donc, vous pouvez le faire directement depuis la plateforme Vaccin Covid. Merci, Dr Marina, pour cette présentation détaillée du fonctionnement des différents vaccins. Donc maintenant, nous allons passer à la dernière partie de ce webinaire qui concerne le pass vaccinal et l'obligation vaccinale. Et c'est le Dr Marina qui va poursuivre. Merci, Cécile. Donc, comme vous le savez, je pense tous, le pass sanitaire s'est converti en pass vaccinal lundi dernier pour toutes les personnes de 16 ans et plus, à savoir que pour les 16-17 ans, la dose de rappel, la 3e dose n'est pas incluse dans ce pass vaccinal. Donc, il y a 3 preuves possibles pour un pass vaccinal. Soit une attestation de vaccination, c'est le schéma le plus commun, soit un certificat de rétablissement. Quand on a eu le Covid, on a automatiquement un QR code qui est généré et qui est valide à partir du 11e jour après le Covid et jusqu'à 6 mois après le Covid. Ou alors un certificat de contre-indication à la vaccination, c'est le CERFA que je vous ai montré sur les quelques diapos avant, qui permet aussi de justifier cela de manière temporaire ou définitive en fonction de la contre-indication.
Jusqu'au 15 février 2022, toutes les personnes non vaccinées qui s'engagent dans un parcours de vaccination peuvent recevoir un pass vaccinal temporaire, à condition bien sûr qu'ils s'engagent dans les 28 jours à effectuer leur dose de rappel et qu'ils réalisent bien sûr un test qui a moins de 24 heures. Ce pass vaccinal, il est aujourd'hui demandé dans beaucoup de lieux qui reçoivent du public, sauf les établissements de santé et sociaux où il n'est pas exigé, mais il y a certaines particularités. Donc, c'est les bars-restaurants, sauf restauration collective, de vente à emporter de plats préparés ou de restauration professionnelle routière et ferroviaire, c'est quelques petites exceptions. Tout ce qui concerne les activités de loisirs, cinéma, musée, théâtre, enceintes sportives, salles de sport, salles de spectacle. Il y a aussi les foires, les séminaires et salons professionnels, les grands magasins et centres commerciaux uniquement sur arrêté préfectoral, les transports interrégionaux aussi, bien sûr. Tout comme le pass sanitaire, ce pass vaccinal s'applique pour le public comme pour les personnes qui travaillent au sein de ces lieux-là, avec quelques subtilités. Par exemple, si on prend l'exemple d'un restaurant, le cuisinier qui n'a pas de contact avec le public, lui n'est pas soumis à ce pass vaccinal, tandis que le serveur, lui, l'est. Donc, il y a quelques petites subtilités. Il faut être en contact direct avec le public. Pour ce qui est des établissements de santé et médico-sociaux, il faut présenter un test de moins de 24 heures pour y accéder, sauf urgence, bien sûr, où là, pas de pass, aucun pass n'est demandé. Les professionnels de santé, depuis la loi du 5 août 2021, sont soumis à l'obligation vaccinale. Donc, la dose de rappel a été intégrée hier, le 30 janvier, à cette obligation de vaccination par l'intermédiaire d'un décret. Donc, on a la liste sur le diaporama, les professionnels du secteur de la santé, les professionnels ou bénévoles qui exercent dans les mêmes locaux que ces professions, ceux qui exercent une activité de transport sanitaire, ceux qui travaillent dans le secteur médico-social, les personnels navigants et militaires affectés aux missions de sécurité civile, les prestataires de services et distributeurs de matériel, tous les étudiants et élèves en formation pour ces professions, les sapeurs-pompiers et les personnes qui assurent la prise en charge de victimes. Vous avez la liste complète sur le lien qui est tout en bas de la diapositive. De la même manière, l'obligation vaccinale pour ces professionnels de santé, ils peuvent présenter une de ces trois preuves affichées, soit le certificat de vaccination complète, soit le certificat médical de contre-indication à la vaccination, le certificat de l'assurance maladie, soit un certificat de rétablissement suite à un Covid-19 qui est valable 11 jours après le Covid et moins de 6 mois. Il faut savoir que jusqu'au 14 février 2022, pour la dose de rappel, elle devra avoir été, le pass sera désactivé si la dose de rappel n'a pas eu lieu dans les 7 mois qui suivent la primo-vaccination, et à partir du 15 février, ce délai de 7 mois va passer à 4 mois. Donc ça, c'est une subtilité importante. Alors, lorsqu'un salarié refuse de se faire vacciner ou de présenter même son pass vaccinal, qu'est-ce qu'un employeur peut faire? Donc, ce salarié peut poser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. Sinon, l'employeur est tenu de suspendre le contrat de travail du salarié jusqu'à la régularisation de la situation. Pour ce qui est du pass vaccinal, la loi prévoit qu'après le 3e jour qui suit la suspension du contrat, l'employeur peut organiser ou même doit organiser un entretien avec le salarié au cours duquel sont examinés les moyens de régulariser cette situation. Sur l'obligation vaccinale, notamment des professionnels de santé, l'employeur est toutefois invité à privilégier l'instauration du dialogue avec le salarié et à organiser un entretien avec lui pour évoquer les moyens de régulariser sa situation. Sur les moyens de régularisation, pour le pass vaccinal, il y a l'affectation temporaire à un poste non soumis à l'obligation susmentionnée ou aussi le télétravail, lorsque les missions sont éligibles, bien sûr, à ce mode d'organisation, au télétravail. Et à l'issue, si la situation de blocage persiste, ce sont les procédures de droit commun qui concernent les contrats de travail qui s'appliquent.
Voilà, j'en ai fini. Pour ce qui est des sources d'informations très utiles, vous les avez à l'écran. Donc, elles sont pour la plupart d'entre elles très scientifiques. Moi, je vous conseille l'HAS, très important, la Direction générale de la santé aussi, super important, Santé publique France, le Haut Conseil de santé publique. On a aussi la Société française de pathologie infectieuse, l'OMS, l'Institut Pasteur et l'adresse. Des sources importantes. Après, si vous avez des questions, bien sûr, l'interlocuteur privilégié, c'est le service de santé au travail. Il ne faut pas hésiter à le consulter si vous êtes un adhérent ou même un salarié d'une entreprise adhérente. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Alors, avant de passer aux questions qui sont nombreuses, je voudrais juste vous rappeler que vous retrouverez le support PDF de cette présentation ainsi que le replay d'ici quelques jours sur notre site présence-pacacorp.org dans la rubrique ressources. Donc voilà, on va passer aux questions. Alors, parmi les questions, il y a, alors je pense que ça a été dit pendant la présentation, mais c'est peut-être bien de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de questions ou de commentaires sur la durée en fait du pass vaccinal maintenant. Donc, je voulais, il y a un commentaire qui précise que le certificat de rétablissement est maintenant valable 4 mois et non plus 6 depuis ce week-end. Alors, peut-être préciser ça. Et alors, j'ai également donc des questions. Le pass vaccinal pour rétablissement Covid-19 passe-t-il à 4 mois? Donc, il y a voilà, ces questions de durée qui reviennent. Est-ce que peut-être docteur Marina, vous voulez apporter des précisions? Alors effectivement, ça a peut-être changé au cours du week-end. Si ça a changé, j'ai pas été mis au courant. Mais le concept, j'imagine, reste le même. Au lieu de 6, on reste à 4. Donc, quelle était la deuxième question, Cécile? Le pass vaccinal pour rétablissement Covid-19 passe-t-il à 4 mois? Ben, je suppose, alors j'ai pas eu l'information, mais je suppose qu'effectivement, la durée de dérogation à la vaccination par l'intermédiaire de ce certificat de rétablissement sera valable 4 mois si la durée a été réduite. Je l'imagine, mais j'ai pas vérifié l'information, je ne l'ai pas, donc je peux pas vous Visiblement, donc le ça aurait confirmer avec changé, certitude. oui, ça aurait changé ce week-end, hein. On était sur 6 mois avant et on passerait sur 4 mois. Donc, on va peut-être vérifier l'information et on le rajoutera peut-être sur la présentation pour le PDF qui sera en ligne pour bien le préciser pour tout le monde. Parmi les questions, il y avait alors ça c'est peut-être plus pour Célia, il y avait une précision pour savoir ce qu'était l'échappement immunitaire qui était évoqué par rapport à Omicron. Oui, donc ça fait référence à la baisse de protection des personnes vaccinées, mais aussi de celles qui ont été malades. Donc, la nouvelle version du virus change de l'original, plus potentiellement les anticorps sont moins efficaces. D'accord, merci. Il y avait une question sur le vaccin Novavax donc, qui doit arriver prochainement. On demandait s'il peut être utilisé en dose de rappel après 2 injections Pfizer. Alors, a priori, en tout cas, dans le dernier avis de la HAS, qui date du 13 janvier de mémoire, il était précisé qu'on ne pouvait pas l'utiliser en dose de rappel. Donc, que le schéma se cantonnait à 2 doses espacées de 21 jours. Donc, à ce jour, pas de dose de rappel, mais il est précisé aussi dans l'avis que cette recommandation est susceptible d'évoluer. Donc, personnellement, je pense qu'elle a de fortes chances d'évoluer. Donc, il est possible, en fonction de l'évolution de la situation et des prescriptions de ce vaccin-là, qu'on doive injecter une dose de rappel de ce vaccin-là. Mais pas de précision à ce jour sur la dose de rappel avec le vaccin Novavax. Très bien. Une question pour savoir si la médecine du travail peut contrôler le pass vaccinal. Alors, c'est pour moi. Oui. alors, a priori, non, c'est à l'employeur de contrôler la validité du pass vaccinal ou de la satisfaction à l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé du secteur médico-social. Donc, c'est à l'employeur de s'en charger. Il a plusieurs moyens de le faire. Il y a notamment l'application TagVerif
qui est assez utile, qui permet de scanner des QR codes. Et il a été précisé, il me semble, dans un DGS urgent sorti ce week-end, que l'employeur pouvait déléguer cette vérification à des professionnels de santé qui disposaient d'une carte CPS pour se connecter potentiellement à la plateforme Vaccin Covid pour contrôler la validité de ces certificats. D'accord. Alors je pense que c'est un employeur qui posait une question, peut-être de revenir sur le fonctionnement des différents vaccins, parce que peut-être on est allé un peu vite pour pouvoir mieux expliquer à ses salariés comment fonctionnaient les différents vaccins. D'accord. Alors, il y a l'ARN messager. En fait, c'est de l'ARN messager qui est enveloppé dans des nanoparticules lipidiques qu'on injecte donc dans le muscle de l'épaule et cet ARN messager qui est protégé par les nanoparticules lipidiques va rentrer dans la cellule et la cellule va pouvoir, à partir de cet ARN messager qui est comme une recette de cuisine finalement, fabriquer une protéine S qui va ensuite être diffusée. Et c'est cette protéine S qui simule la protéine S qui se trouve autour du coronavirus, qui va permettre de développer une réaction immunitaire, notamment des anticorps contre cette protéine S. C'est pour ça que dans certaines situations, pour les immunodéprimés sévères, par exemple, on préconise une sérologie anti-S, en fait, pour voir le taux d'anticorps contre cette protéine S qui sera synthétisée par l'organisme. Il y a les vecteurs viraux dont j'ai parlé, Janssen et AstraZeneca. Là, c'est un virus qui est inoffensif pour la personne qui reçoit le vaccin, dont le génome est modifié. De la même manière, ça va rentrer dans la cellule et ça va permettre de la fabrication de protéines S pour déclencher la réaction immunitaire. Et le dernier, le Novavax, qui est vraiment beaucoup plus conventionnel, comme je le disais. Donc, c'est carrément des protéines S modifiées qu'on injecte et le système immunitaire va reconnaître ces antigènes et fabriquer ensuite une immunité contre ces antigènes-là. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Oui, de toute façon, comme je vous disais, le support sera disponible, donc vous pourrez récupérer les petites infographies pour voir le fonctionnement des différents vaccins. On a eu, je reviens sur la question, sur la durée de validité du certificat de rétablissement. On m'a transféré un lien du site du ministère de la Santé sur une actualité. Donc, je vais le mettre dans l'espace discussion. Je l'envoie. Comme ça, tout le monde peut aller le consulter. Et c'est un article qui a été mis en ligne tout récemment et qui détaille les différents changements à partir du 15 février. Voilà, comme ça, vous aurez les informations. Alors, on a une question peut-être qui est un peu précise sur une situation de travail, mais je ne sais pas si vous pouvez y répondre ou s'il vaut mieux que la personne se rapproche directement de son service de santé au travail. Mais en gros, c'était sur des espaces techniques qui ne sont pas accessibles au public dans un théâtre, comme les coulisses. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un pass vaccinal? Donc, je suppose si on travaille dans ces espaces techniques. Alors, à ma connaissance, non. S'il n'y a strictement aucun contact avec le public, et à ma connaissance, non. Pas de passe vaccinal exigé, bien que les spectateurs de ces salles y soient, eux, soumis. Oui. OK. Alors, une question plus sur les masques, mais peut-être qu'on peut aussi y répondre pour savoir si les masques doivent être fournis par l'employeur. Alors oui, les masques doivent être fournis par l'employeur, effectivement, dans le cadre de l'activité professionnelle, si cette activité, bien sûr, nécessite des masques. Mais bon, hormis le télétravail, finalement, on a besoin de masques partout. Donc la réponse est oui. Alors, peut-être, je ne sais pas si on peut revenir aussi sur ça. Je crois qu'il y a une inquiétude par rapport au mélange des vaccins entre les premières injections et les doses de rappel. Bon, la personne demande un conseil, pour savoir quel conseil par rapport au mélange, mais peut-être dire ce qu'il en est en fait, pour bien être clair sur les différents schémas vaccinaux.
Mais après, oui, enfin, oui, on parle d'interchangeabilité de vaccins. Après, on le fait souvent sur les vaccins, entre les deux vaccins ARN messager. C'est la même technologie, la même efficacité, la même sécurité. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème théoriquement à les interchanger. Il y a juste le dosage du vaccin Moderna qui est plus important. C'est 100 microgrammes d'ARN messager dans une dose de Moderna, sauf demi-dose, 50 microgrammes. 30 microgrammes dans une dose de Pfizer. Donc, il est plus dosé, le vaccin Moderna, mais on peut tout à fait interchanger ces vaccins-là et, euh, et on peut tout à fait aussi injecter de l'ARN messager après un vaccin à vecteur viral type AstraZeneca ou Janssen. C'est d'ailleurs ce qui est préconisé, ce qui est conseillé euh, par la Haute Autorité de Santé. Donc, il n'y a pas eu, on peut tout à fait interchanger ces vaccins-là. On n'a pas noté, en tout cas parce qu'on commence à avoir beaucoup de données dans la vie réelle, on n'a pas noté d'effets indésirables particuliers dans le cadre de ces vaccins, de cette interchangeabilité entre les vaccins. Donc on peut le faire sans souci. Merci. Une question peut-être plus pour Célia, pour revenir sur les différents tableaux et graphiques qui ont été présentés au début du webinaire. Une personne qui souligne que souvent, donc, des arguments anti-vaccins, c'est que les personnes hospitalisées pour cause de Covid sont majoritairement vaccinées, mais sans savoir d'où vient cette information. Et que donc les tableaux que nous avons présentés disent le contraire. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle contradiction finalement entre ce que c'est entre ce que les personnes anti-vaccins peuvent avancer et les chiffres que nous avons présentés? Alors, la courbe que j'ai présentée, justement, elle présente le taux d'admission par rapport à la population. Et c'est ça qui est important. Il faut regarder par rapport au contexte. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, plus on va avoir de gens vaccinés, plus finalement, les personnes qui seront hospitalisées seront aussi des gens vaccinés. Non seulement parce que, alors, on aura moins d'hospitalisation au total, mais si tout le monde est vacciné, finalement, s'il y a encore des hospitalisés, ce seront des vaccinés. Le vaccin n'est pas à 100% efficace et malheureusement, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des pathologies qui diminuent leur immunité et donc, malgré plusieurs doses de vaccin, n'arrivent pas à construire leur immunité face à ce virus. D'accord. Merci beaucoup. Une question sur la durée du pass vaccinal, enfin, c'est-à-dire, euh, alors la question c'est combien de temps va durer le pass vaccinal? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a une date limite qui est prévue pour le pass vaccinal? Alors non, à ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas de date limite pour l'usage de ce pass vaccinal. J'ai pas plus d'informations à ce sujet. En tout cas, il n'y a pas de quatrième dose prévue hors immunodéprimés sévères pour lesquels c'est déjà le cas. Mais le Conseil d'orientation et stratégie vaccinale a dit qu'il n'était pas prévu à ce jour qu'il y ait de quatrième dose, en tout cas, juste pour rebondir sur cette question-là. Mais après, non, on n'a pas de fin de validité aujourd'hui. À ma connaissance, je ne sais pas, Célia, si tu as une information, mais je n'ai pas de fin de validité. Oui, après, je pense que c'était peut-être plus par rapport au contexte. Il me semble que enfin, si l'épidémie, les chiffres d'hospitalisation diminuaient, l'engagement était de suspendre l'utilisation du pass vaccinal. Je pense que c'est dans ce sens-là. Oui, Ouais. après, là, on est sur de la politique, donc c'est Oui, difficile de savoir en effet ce qui sera c'est ce qui est décidé. prévu. Ouais. C'est que même si on a une couverture vaccinale très importante, on est aussi une population importante, donc il y a quand même toujours beaucoup de non-vaccinés et à risque de formes graves, donc potentiellement susceptibles de poser des problèmes dans le secteur hospitalier et donc et de compliquer la prise en charge de toutes les autres pathologies. Une question, savoir si les conducteurs routiers de marchandises ont l'obligation de se vacciner.
Alors, Pas dans le non, non, transport non. sanitaire, c'est précisé, pas de transport sanitaire. Non, 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 ouais. Non, s'ils sont pas dans le transport sanitaire, ils sont pas soumis ni à l'obligation vaccinale, ni au pass vaccinal. Et ils peuvent même, du coup, manger sur les restaurants dédiés théoriquement, sans passe vaccinal non plus. On a une question qui concerne, je ne sais pas si on peut en parler, mais des traitements contre la Covid. Est-ce qu'on peut rapidement peut-être dire quelques informations sur les traitements? En fait, il y a une question qui demande où on en est sur les traitements. Bah, il existe, alors il y a des traitements notamment des anticorps monoclonaux qui ont été autorisés, euh, qui sont toujours en phase un peu d'expérimentation, qui sont indiqués dans certaines indications, qui ne sont pas accessibles au grand public. Donc à ce jour, il n'y a pas de traitement qui a fait ses preuves, de traitement curatif contre la COVID-19. Il y a ces anticorps monoclonaux qui sont autorisés et qui peuvent être administrés à ce jour, et d'autres même, je crois, antiviraux, mais rien qui a fait de preuves formelles d'efficacité en tout cas et qui serait accessible à tout le monde, quel que soit l'âge, la pathologie, etc. Donc, D'accord. Merci. donc ça reste du paracétamol a priori et la surveillance effectivement de l'état de santé de la personne pour savoir s'il faut l'hospitaliser ou non. D'accord. On a une question, alors je ne sais pas si on peut répondre. C'est une entreprise qui n'est pas soumise à l'obligation vaccinale, mais qui a des déplacements chez des particuliers et qui demande s'il y a un recours si les salariés ne veulent pas se faire vacciner. Mais donc, elle précise bien que c'est une entreprise qui n'est pas soumise à l'obligation vaccinale. Alors, il faudrait avoir peut-être Plus plus d'informations, ouais. d'informations, mais comme ça, j'aurais tendance à dire non, mais il faudrait voir exactement quelle est la situation de cette entreprise, l'activité de l'entreprise. Mais comme je l'ai présenté alors parce qu'il y avait la liste, il y avait un lien peut-être sur la liste, sur la diapositive, Mhm. mais il faudrait peut-être avoir un peu plus de détails. Oui, mais comme on le disait tout à l'heure, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de santé au travail pour des situations particulières comme ça, de contexte de votre entreprise pour qu'on puisse avoir tous les éléments et savoir effectivement si vos salariés sont soumis ou pas à un pass vaccinal. Euh, alors, il y a des questions, je me permets sur des questions vraiment très personnelles, peut-être plus contacter votre médecin traitant plutôt que, voilà, je pense pas qu'on puisse vous apporter de réponse sur ça. Euh, alors, dans les autres questions, je regarde qu'on approche sur la fin du temps. Oui, les gardes d'enfants n'ont pas d'obligation vaccinale. C'est une question. Oui, c'est bien. Oui, non, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les Ouais, gardes d'enfants, pour les professeurs, etc. Oui. d'accord. Ok. Est-ce qu'on peut demander un pass vaccinal à un sauveteur secouriste du travail dans le privé? Un docteur Non, un secouriste, sauveteur, pardon, un un sauveteur sauveteur, secouriste du travail. il me semble que oui. Oui, 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 hein. C'était mentionné dans la diapositive. Effectivement, il me semble que les secouristes sont soumis également à cette obligation de vaccination. Comme les sapeurs-pompiers, probablement. Ouais. Et voilà, donc c'est dans la liste des personnes. De toute façon, dans la présentation, vous avez le lien pour retrouver la liste de toutes les personnes qui sont soumises à l'obligation vaccinale. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce lien-là. Il y a beaucoup de questions, oui, sur le fonctionnement du pass vaccinal, parce qu'une personne
une précision pour savoir si dans une pizzeria avec uniquement des plats à emporter, donc il n'y a pas de passe vaccinal pour les salariés. C'est ça, oui. Donc, Oui, non, si c'est que des plats à emporter, non. d'accord. Voilà. Donc la précision, c'est vraiment, oui, de contact avec le public. C'est ça. Il faut retenir. Oui. Très bien. Alors, une personne qui demande, je ne sais pas si on peut répondre, elle travaille dans un ESMS avec des personnes en situation de handicap. Donc, ils proposent des formations et ce sont donc des stagiaires. Le personnel est soumis à l'obligation vaccinale, même les formateurs, mais pas le public. Oui. Donc voilà. Est-ce que ça va changer? Ou est-ce que ça a déjà changé, la question? En fait, oui, si je comprends bien, c'est un établissement où le personnel est soumis à l'obligation vaccinale, mais en fait, pas le public. Et la question était de savoir, est-ce que le public allait être soumis à l'obligation vaccinale? Alors non, hein. Non, non. Après, pour certains établissements médico-sociaux, il y a il y a un test qui est demandé pour les personnes, un test qui est de moins de 24 heures qui peut être demandé, hein. C'est précisé aussi sur la diapositive, notamment pour l'accès à l'hôpital, par exemple, et ça concerne aussi les EHPAD et autres établissements médico-sociaux. Il faut un test. Il n'y a pas c'est pas soumis au pass vaccinal, mais il faut quand même un test pour les personnes qui ne sont pas conformes qui n'ont pas un schéma de vaccinal complet, un test de moins de 24 heures. D'accord. Très bien. Donc, là, je reprécise, hein, le support sera disponible sur le site présence-pacacorse.org. Je vois que des personnes le demandent. Donc, d'ici, dans la semaine, il sera en ligne. Donc, sur ce site-là, dans la rubrique ressources, vous retrouverez la présentation ainsi que le replay du webinaire. On va peut-être prendre une dernière question parce qu'on arrive sur la fin du webinaire. Alors, je regarde s'il y en a qui se occupent un peu. Alors ça, c'est peut-être une question très médicale, mais je ne sais pas si le docteur Marina, c'est sur le fonctionnement des vaccins. La personne demande si tous les vaccins sont basés sur la réponse immunitaire à la protéine S et s'il n'y a pas de mutation du virus sur cette protéine. Alors, les vaccins actuels, oui, les 2 ARN messagers, oui. Et je crois que les 2 vecteurs adénoviraux aussi. Et également, c'est de la protéine S sur le Novavax. Donc oui, à ma connaissance, en tout cas, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que oui, les 5 vaccins autorisés en France se basent sur l'immunité contre la protéine S. Oui. D'accord. Voilà. Bon, mais oui. En fait, c'est la protéine S, c'est celle qui va permettre au virus de rentrer dans nos cellules. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire attaquer les anticorps sur cette protéine S pour empêcher le virus de rentrer dans nos cellules. Merci beaucoup. Il reste encore des questions. Alors, comme je vous disais, si c'est pour des situations très particulières, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de santé au travail pour avoir plus de précision. En tout cas, on a de toutes les questions, toutes les questions qui ont été posées, on a une trace de toutes les questions, donc on s'efforcera de vous apporter une réponse par mail, sinon on vous réorientera vers votre service de santé au travail. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et merci à nos 2 intervenants pour leur présentation et leur précision. En vous déconnectant, vous allez avoir une fenêtre avec un petit questionnaire de satisfaction. Donc, merci de prendre quelques instants pour y répondre. Il est très court. Comme ça nous permettra de nous améliorer pour notre prochaine présentation. Et voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Au merci. revoir.